J'ai demandé à Elisabeth Delalande de venir me rejoindre maintenant pour. Alors, je ne sais pas si on dit INPI ou INPI, je ne sais jamais en fait. Hein. C'est c'est indifférent, très bien. Alors bon, on a beaucoup parlé brevet hein, depuis le début de cette réunion. On a beaucoup parlé protection de l'innovation. Bon, l'Institut national de la propriété industrielle, c'est ça? Industrielle, c'est Voilà. ça. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. On ne peut pas parler effectivement d'innovation, de transfert de technologie sans parler de propriété industrielle, sans parler de brevet. Le brevet est un véritable catalyseur, support d'innovation et aussi, donc, outre le fait qu'il ait une barrière à l'entrée des concurrents, il permet réellement le transfert de technologie. C'est une monnaie d'échange, c'est un moyen de faire valoir ses savoirs. Alors, je voulais faire une présentation d'abord très générale pour partir sur quelques exemples. Ensuite, le brevet est vraiment... Bien près du micro simplement pour qu'on vous entende bien. Donc le brevet est au niveau mondial quelque chose qui est prédominant et on observe actuellement une modification très importante du paysage puisqu'on a parlé tout à l'heure du BRIC, donc de ces pays Brésil, Russie, Inde et Chine qui émergent fortement. Et dans le paysage des brevets, c'est absolument incroyable puisque cette année, le premier déposant de brevets au monde est un Chinois avec près de 400 000 dépôts. Et donc, on voit très bien que le paysage économique va changer. Ça a été dit tout à l'heure dans un précédent atelier. Cette prédominance est absolument présente et elle est présente dans notre vie de tous les jours puisque vous avez sûrement entendu parler de la bataille planétaire qui se livre à propos des brevets entre Huawei, ZTE et l'américain Qualcomm. Donc, c'est présent dans les objets. Vous parliez de l'iPhone, vous parliez de smartphone en général, et donc ça, c'est vraiment prédominant. Alors, pour revenir à des notions plus françaises aussi, on n'est pas en reste en France avec 17 000 dépôts de brevets, même si on est loin derrière l'Allemagne, par exemple. On a quand même un fort potentiel, on a des universités, on a des écoles qui travaillent bien. Et à votre avis, c'est parce qu'on ne crée pas, ou bien parce que le créateur se dit c'est peut-être pas la peine que je dépose un brevet, de toute façon je ne serai pas copié, ou si je suis copié, c'est pas grave Non, je ne crois pas. Enfin, moi je peux avoir aussi une autre analyse. J'ai l'impression qu'il y a des a priori, c'est cher et c'est compliqué. Alors, je ne vais pas vous dire non. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui n'est pas cher dans une entreprise hein, lancer un nouveau produit, avoir une stratégie marketing, mettre en place le développement d'un nouveau projet, ça a un coût. La propriété industrielle aussi, ça a un coût et ça doit être complètement intégré au reste. Donc ça, c'est le premier a priori. Le deuxième a priori, c'est compliqué, c'est vrai, mais vous avez des conseils qui sont là pour vous aider. Et un institut national qui est aussi là pour accompagner les créateurs. Et donc enfin, pour répondre à votre question complètement, il me semble qu'en France, beaucoup d'inventeurs s'ignorent. Et nous, on va très souvent dans des entreprises où on nous dit moi ce que je fais, tout le monde sait le faire. Et alors là, j'ai tendance à bondir parce que si vous vendez plus que le concurrent ou si vous avez un meilleur produit, c'est bien qu'il y a quelque chose et qu'il y a un savoir-faire à valoriser, il y a des produits à valoriser. Et ce qu'on fait n'est pas forcément si évident que ça et mérite réellement la protection. Il y a peut-être aussi le fait que le chef d'entreprise se dit bon, le brevet c'est très bien, mais est-ce qu'il me protégera réellement? Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez donner un exemple aux personnes qui sont là d'un brevet qui a vraiment permis à une entreprise de se protéger et de partir en guerre contre des gens qui l'avaient copié, ou enfin de vraiment utiliser l'investissement d'avoir déposé un brevet avec les coûts que vous indiquiez? Je pense que ça se voit dans la vie de tous les jours. On a Oléa Médical qui va témoigner tout à l'heure. On le voit dans le domaine de la téléphonie, Yahoo assigne Google en contrefaçon de 10 brevets sur des questions de flux RSS, sur des interrogations de messagerie et autres. Oui, ça sert le brevet aussi à mener une guerre. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas non plus effrayer les PME avec cette notion-là, mais avoir un brevet, c'est vraiment le moyen
de pouvoir échanger, de pouvoir nouer des partenariats, et c'est fondamental, pour peu qu'on ait en amont bien rédigé son brevet. Et là encore, il faut s'appuyer sur un conseil pour délimiter correctement son invention, pour dresser un château fort autour de son invention qui va permettre au mieux de défendre ses intérêts et de se délimiter par rapport à ses concurrents. Merci. Et puis c'est aussi un actif immatériel pour l'entreprise, et en cas de revente de l'entreprise, c'est quelque chose qui a une valeur aussi. Une forte valeur, oui. Merci beaucoup de nous avoir présenté cet aspect donc de nos travaux. Alors simplement, la société Olea Médicale que vous évoquiez, Monsieur Jaïda, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. C'est une société de la Ciotat qui en effet a déposé de nombreux brevets dans le domaine de l'imagerie médicale et notamment donc de la circulation des produits sur certains tests et certains examens médicaux. Et en effet, elle est aujourd'hui à même d'avoir une première place mondiale parce qu'elle a protégé un certain nombre donc de ces innovations. Merci Madame Delalande. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Jean-Marc Battigello, voilà, qui va venir nous rejoindre, à qui vous allez transmettre le micro et qui représente lui Oseo. Alors on va parler un petit peu gros sous avec vous, et puis notamment puisque ça a été évoqué la notion d'impôt, enfin de crédit impôt recherche, mais peut-être aussi d'autres dispositifs donc aujourd'hui qu'a mis en place Oseo pour aider les créateurs et les innovateurs. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Donc je suis Jean-Marc Battigello, délégué innovation chez Oseo en PACA. Alors simplement pour vous faire un petit paysage du financement de l'innovation en France, Oseo cette année va disposer de 700 millions d'euros d'aide directe pour les entreprises, pour les accompagner dans leurs projets de financement de l'innovation. À côté de ça, en France, vous avez le crédit d'impôt recherche qui représente entre 4 et 5 milliards, donc ça vous donne une échelle. Sur le crédit d'impôt recherche, Oseo est partenaire, c'est-à-dire que c'est des dossiers assez compliqués à mettre en œuvre, et Oseo, il y a une procédure qui s'appelle le rescrit, qui permet aux entreprises de savoir si leurs dépenses sont éligibles, et nous avons une cellule à notre siège social à Maison Alfort qui permet aux entreprises de savoir donc si leurs dépenses sont éligibles à ce crédit d'impôt recherche. Donc il y a une vraie complémentarité entre ces outils fiscaux et des outils d'accompagnement direct. Le nerf de la guerre, c'est la trésorerie pour les entreprises, et donc pour les TPE en général, il est nécessaire d'avoir une aide qui vient tout de suite. Alors le crédit d'impôt recherche peut venir tout de suite dans certains cas, mais sinon vous avez ces aides directes qu'il faut solliciter auprès d'Oseo. Alors moi aujourd'hui, Oseo ne se définit plus comme un accompagnateur de l'innovation, mais vraiment comme un financeur. Chez Oseo, vous savez, aujourd'hui il y a 3 métiers, il y a du financement direct, en cofinancement avec les banques, où là on est plus sur une activité de financement classique. Vous avez de la contre-garantie qu'apporte Oseo aux banques pour aider les banques à faire des prêts aux PME. Et puis il y a tout ce penchant, donc c'est 700 millions d'euros. Alors il se divise sur plusieurs programmes. À peu près la moitié de ces 700 millions sont sur des programmes collaboratifs. Oseo gère par exemple le fonds unique interministériel. Donc là c'est les entreprises qui sont dans les pôles de compétitivité, présentent et font labelliser leurs projets partenariaux par les pôles. Et donc derrière, vous avez une ressource à peu près de 150 millions d'euros par an en subvention qui va sur les projets des pôles de compétitivité. Vous avez aussi une structure qui s'appelle Innovation stratégique industrielle. Donc notre programme national, c'est l'ex-agence de l'innovation industrielle qui a été intégrée par Oseo. Donc ça, c'est pour des projets collaboratifs de très très gros montants. C'est des projets de plus de 10 millions d'euros, donc ça ne s'adresse pas à la TPE, mais à vraiment des entreprises de taille intermédiaire. Et pour le troisième programme de ce niveau-là, c'est les investissements d'avenir. On a aussi récupéré plusieurs appels à projets, et on a des projets structurants, des pôles de compétitivité, donc pour des très très gros projets collaboratifs. Donc ça, j'en parle très rapidement. Il faut savoir, voilà, quand les entreprises atteignent une certaine taille, il y a aussi des financements où on peut mettre des très gros tickets là pour structurer des filières industrielles, des filières d'innovation. Donc ça, on sait faire. Mais à côté de ça, vous avez l'autre moitié, donc à peu près 350 millions d'euros qui vont vers le réseau et donc les agences régionales d'Oseo. Moi, pour PACA, je gère un budget à peu près de 25 millions d'euros par an. Ces 25 millions d'euros se répartissent en gros 80% sur du prêt à taux zéro et 20% sur de la subvention. En fait, on réserve la subvention aux entreprises jeunes, donc en général de moins de 3 ans, et sur des projets les plus loin du marché, c'est-à-dire plutôt sur des phases de faisabilité où l'entreprise doit faire la preuve du concept. Et avec quel type d'activité? Il faut que ce soit de l'innovation technologique ou bien ça peut être tout type d'innovation? Alors,
on sait le faire sur tout type, mais on a quand même des directives nationales. En fait, l'État, puisque OSEO est un organisme qui est lié aux tutelles du ministère des Finances et de l'Industrie, et on a quand même des grandes directives. Il faut savoir que cette année, on nous demande sur ces plus de 300 millions d'euros d'aide à l'innovation, d'en mettre plus de 50% sur des sauts technologiques. C'est-à-dire qu'on flèche quand même, parce que l'innovation qui marche le plus et qui crée le plus derrière de retombées économiques, c'est quand même l'innovation, aujourd'hui, l'innovation qu'on sait maîtriser, qui est l'innovation technologique. Alors un peu la même question pour la SAT, c'est vous qui allez sur le terrain pour essayer de découvrir les entreprises et de leur dire on a ces solutions-là, ou bien elles passent par leur banquier, parce que en général, vous n'êtes pas banquier de l'entreprise, c'est l'entreprise qui a sa banque traditionnelle, et il y a OSEO qui vient en concours de... En général, les activités sont séparées. Donc, en fait, sur la partie innovation, en fait, moi, j'ai une équipe de 7 chargés d'affaires qui sont sectoriels, thématiques par rapport au domaine technologique de l'innovation. Et donc, ça se passe comment? C'est très simple. Enfin, soit l'entreprise vient nous voir sur certains secteurs très technologiques, très demandeurs de fonds. Ce sont les entreprises qui viennent nous voir. Dans d'autres secteurs plus traditionnels, l'agroalimentaire par exemple, là c'est le chargé d'affaires qui prend son bâton de pèlerin et qui va faire connaître OSEO aux entreprises. Parce que des entreprises innovent sans le savoir. C'est pas les mêmes degrés d'innovation dans certains secteurs plus traditionnels, et en particulier l'agroalimentaire, que quand on est dans des très hautes technologies ou les biotechnologies par exemple. Donc on fait les deux, et c'est selon les secteurs. Mais en fait c'est assez simple d'être en relation. Vous m'appelez, on vous met en relation avec un chargé d'affaires et en fait on va en gros valider que le projet est innovant et avant même de demander à l'entreprise de monter un dossier. Et est-ce que le réseau bancaire des banques, j'allais dire classique et traditionnel de l'entreprise, travaille avec vous de façon régulière? Est-ce que le réseau fonctionne bien là? Alors, on travaille avec les banques sur la partie financement. Sur la partie innovation, c'est pas encore trop le secteur privilégié des banques. Au jour d'aujourd'hui, nous on a créé en interne quelques produits qui permettent, au-delà de l'aide à l'innovation, qui financent ces phases amont de recherche, de développement, d'innovation, pour essayer parce qu'il y a des trous un peu dans la raquette, et en fait tout ça est très encadré par l'Europe. Il y a les dépenses qui sont éligibles, d'autres, et donc au-delà des dépenses d'innovation classiques, quand on arrive sur du lancement commercial ou sur des dépenses de marketing, souvent on n'a pas de solution avec des financements classiques. Là, il faut passer au financement classique, je dirais innovation, mais plutôt des financements bancaires. Et donc, c'est là où on a créé toute une série de produits mezzanines qu'on appelle donc sur des prêts, donc là, qui ont un coût, ce sont plus des prêts à taux zéro, mais qui permettent dans certains cas de pouvoir faire ce relais et de continuer à accompagner avec des produits bancaires les entreprises innovantes dans des phases là plus proches du marché. Merci de toutes ces précisions, monsieur. Là aussi, peut-être des questions tout à l'heure. Alors c'est vrai que là, on est sur les outils, un petit peu de l'innovation. Donc on a une succession d'interventions, mais vous pourrez intervenir dans quelques instants. Après les deux derniers points là sur ce thème qui vont être faits par Olivier Personic et Philippe Morana, plutôt sur l'aspect marketing et sur l'aspect accompagnement. Olivier Personic, bonsoir. Bonsoir. On représente la société InnoTSD et notamment vous êtes à la tête, on va dire, de l'animation des pépinières de Meyreuil et de Pertuis dans notre région. Oui, alors effectivement, comme on est ici dans Tour de France du Conseil, on est là surtout, je suis là surtout pour représenter Inno, société de conseil. On a été créé il y a 25 ans en Allemagne, en France aussi depuis à peu près le même temps. TSD, Technopole Service Développement, que Inno a racheté il y a quelques années. Et donc, Inno consultant qui conseille aussi bien les collectivités que les PME, PMI, on va en dire un mot. Mais avant tout, finalement, de tout ce qui s'est dit depuis le début de l'après-midi, il y a un mot, moi, qui m'apparaît clairement et qui correspond à notre métier, à ce que nous faisons pour nos clients, les startups innovantes comme les pépinières du Pays d'Aix, que tu as cité. On s'occupe aussi de pépinières d'entreprises à Saint-Brieuc, à Strasbourg, en Allemagne, enfin un peu partout en Europe. C'est le mot confiance. Moi, ce que je vends à mes clients, ce que je suis capable de créer, c'est de la confiance, parce que tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, pour qu'un investisseur accepte d'aller sur un projet, pour qu'un client vous achète des produits, il faut qu'il ait confiance. Donc, comment est-ce que l'on fait pour bâtir cette confiance? Et c'est ça notre métier au quotidien avec des startups comme avec les autres. Bâtir une confiance qui parfois est sur des références, les appels d'offres européens qu'on gagne nous régulièrement, y compris avec nos amis de Météorologie ou d'autres. Confiance parce qu'il y a des références, parce qu'il y a des choses réalisées, ou bien confiance parce que, chiche, je crois dans un projet, j'ai envie, je réagis. Donc nous, on bâtit de la confiance, et
également, on fait un truc assez marrant. Alors j'ai découvert depuis qu'il y avait d'autres qui faisaient aussi, le prophète dans son pays, mais on aide les entreprises à avoir un truc assez génial, mais qui s'apprend, c'est de la chance. On leur apprend à avoir de la chance, parce que la chance, ça se bâtit aussi, ça se construit. Ça se construit par point. Ça rappelle ce que disait un autre intervenant sur Pasteur, qui disait qu'il faut être prêt à capter l'innovation. Mais c'est ça, la chance, ça se bâtit, la confiance, ça se bâtit, parce que c'est à ces conditions-là que les entreprises sont en mesure de se développer, parce que c'est ça d'abord la clé, la subvention, les aides, ça permet d'aller plus vite, de sécuriser un peu, de réduire le risque, mais avant tout, c'est le client qui fait le jeu, et notre job, c'est ça. Alors ça veut dire que les collectivités, elles nous achètent du prestation pour développer par l'innovation leur économie locale, elles veulent de l'emploi, nous on leur dit, vous n'aurez pas d'emploi, le problème c'est pas de créer de l'emploi, c'est de créer de l'activité et de la valeur ajoutée, et du coup il va y avoir de l'emploi. C'est une conséquence du système. Hein, mais quand je dis aux élus, c'est bien le projet que vous avez, mais on va pas ex nihilo décider de création d'emplois. Ils nous regardent un peu de travers, surtout que Michel Fiocchi évoquait un certain nombre de projets très innovants, où les élus aujourd'hui disent, mais comment ça se fait? C'est quoi du fabless? Comment on fait pour des sociétés qui créent une valeur ajoutée extrêmement importante, mais rien ne se fait là? Comment on fait? Ben, c'est une révolution effectivement de métiers, de compétences. Il faut absolument accentuer la formation de nos cadres, de nos ouvriers, de nos techniciens et dans les écoles. Moi, je suis un peu affolé quand je vois arriver les jeunes stagiaires à peine dégrossis qui sont, de mon point de vue, beaucoup moins bien qu'il y a quelques années, qu'il faut apprendre simplement à travailler normalement, d'ailleurs simplement arriver à l'heure, à se tenir correctement, etc. Donc là, effectivement, il y a des choses à faire. Mais nous, Inno, avant tout, lorsque l'on a décidé, on a d'abord le métier du conseil, un consultant avant tout, vous savez, le conseil, on dit souvent, on vous l'a sans doute dit à vous qui êtes dans cette salle des consultants, le conseil, il donne des conseils, mais c'est pas lui qui le fait forcément. Alors en général, on dit, si vous avez suivi mon conseil et que ça a marché, c'est grâce à mes conseils, ça va marcher, c'est que vous l'avez mal appliqué. Hein, c'est facile. Nous, on met les mains dans le cambouis et on le fait. On a décidé avec nos clients de s'impliquer. Par exemple, lorsqu'on propose de monter un projet européen majeur, un des derniers qu'on a gagné, c'est un IP, pour ceux qui savent, donc un programme intégré, très très gros programme de recherche chapeau, avec plein de petits sous-programmes derrière, 19 millions d'euros, hein, dont 9 millions et demi par la de subvention Commission européenne. On est leader, c'est nous qui avons monté le programme avec le CEA, Siemens et quelques autres en Europe, pour faire, vous savez, imaginer plein de situations pilotes des objets Internet intelligents dans la vie courante, dans la vie professionnelle, des trucs assez sympas, 3 ans de projet. Donc ça, on prend des risques, on est partenaire avec nos clients. On va pas leur dire, bah, écoutez, on vous montre un programme, ça coûte tant, on prendra 5% de fees. Je me refuse, depuis que je fais le conseil depuis 25 ans, à prendre des fees sur un résultat qui est destiné à aller financer de la recherche. Où je suis partenaire, où je facture des honoraires fixes par rapport à un travail réalisé, mais je me refuse d'aller piller l'argent de la recherche. Donc effectivement, ça c'est des stratégies importantes. Et notre boulot finalement, c'est construire un écosystème favorable qui soit à un niveau local, régional, même d'un État. On est consultant Inno pour la République tchèque, pour la ville de Stockholm, pour le Kazakhstan, tout entier, voilà, donc des choses sympas. L'année dernière, on a travaillé dans 14 pays différents. Dans l'équipe Inno, on est 70, mais on parle 9 langues, on est 12 nationalités. Oui, donc c'est ça, c'est l'internationalisation, la vraie. On a besoin d'une compétence, on va la chercher, on l'embauche, on la forme. Voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'internationalisation. Donc aujourd'hui, oui, par rapport, parce qu'on n'a pas malheureusement trop le temps de s'étendre sur tous ces points-là, mais par rapport à la problématique locale et à ces trous dans la raquette dont on parlait, aujourd'hui avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce qui manque pour que, alors qu'on a quand même beaucoup de chercheurs, on a parlé du nombre de chercheurs qu'il y a tout à l'heure, pour concrétiser, pour avoir aujourd'hui réellement des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des sociétés qui fonctionnent, qu'est-ce qui manque? Alors, les entreprises qui viennent, là, je vais revenir 2 secondes sur l'exemple des pépinières entreprises du Pays d'Aix, on a des projets qui sont plutôt un peu plus costauds et qui marchent plutôt un peu mieux que la moyenne, parce que d'abord, les gens qui viennent là, ils ont un esprit d'entreprendre, ce qui n'est pas toujours le cas. Olivier Fresneau le sait, c'est toujours un peu difficile parfois de décider les chercheurs à entreprendre. Ils ont des fois de très bonnes idées, de très bonnes compétences. Il faut avoir un esprit d'entreprise. Alors, faisons en sorte de marier plus souvent, de faire rencontrer plus souvent des entrepreneurs et des chercheurs ou des gens qui ont des compétences clés. Les gens qui viennent chez nous ont souvent des savoir-faire extraordinaires. Le problème, c'est que souvent, ils ont donc le savoir-faire, ils n'ont pas le faire-faire, ils ont du mal à faire faire à d'autres, parce qu'ils ont été dans des grands groupes, que vous avez tout à disposition, et ils ont encore moins le faire-savoir. Comment
je fais savoir que j'ai des compétences clés dans les mains pour en faire un vrai produit. Et là, effectivement, on a un rôle important de visibilité et de notoriété. Alors ça, c'est un rôle important. Pour finir de répondre à ta question, les business models souvent sont insuffisants. Il faut éduquer les gens pour faire de vrais business models. Je parle pas de business model, je parle de business model. Comment je gagne de l'argent à la sortie? Qui paye ce que je fais, quoi? Qui paye la valeur ajoutée que j'ai créée? Et souvent, là, il y a des erreurs majeures qui sont faites. Et pour conclure sur, effectivement, et rejoindre finalement ce qu'on a fait nous depuis 6 ans à Mireuil, mais depuis plus longtemps le groupe Inno, de manière finalement expérimentale, pilote, en l'appliquant en conscience dans les outils, c'est ce qu'on appelle l'intelligence stratégique, en fait. C'est de connecter les gens au bon moment, au bon endroit. Et donc finalement, on a parlé de veille tout à l'heure, c'est bien d'aller chercher l'info. Mais ce qui manque souvent, c'est d'aller mettre une info clé concernant votre projet dans la tête de celui qui va prendre une décision en votre faveur. Hein, Oseo, ils ont de l'argent, s'ils ne placent pas toutes les enveloppes qu'ils ont, mais ils sont punis à la fin de l'année. Ils sont mal notés, ils ont intérêt à trouver des bons projets. Alors comment on fait pour que le vôtre, qui finalement est pas plus mauvais que les 40 autres qui ont envie d'y aller, soit soutenu par Oseo et par un autre? Parce qu'on fait de l'intelligence stratégique, parce qu'on est capable de comprendre les processus de décision, au niveau local comme ailleurs, et de bien faire de la bonne gestion de projet, y compris de les arrêter à temps. Il y a plusieurs projets qui sont en pépinière qu'on a arrêtés au bout de 3 mois parce que il y avait des choses majeures qui se passaient ailleurs en concurrence, donc il faut savoir arrêter les projets. Donc effectivement, pour que ça marche mieux, plus d'entrepreneurs et prendre plus de risques. Ça veut dire avoir confiance. Parce que les gens, ils ont un parcours qui fait qu'on dit, bah, allons-y, comme on a vu Alain Cornil, on dit, bah, il a planté un projet, il en a réussi d'autres, il réussira peut-être les 5 suivants. Nom de Dieu, allons-y. Mettons du cash sur ces projets, pas de manière microscopique. On les oblige à faire des projets microscopiques, de toute façon, n'auront pas d'ambition et d'enjeu possible mondial. Je vais finir avec juste un exemple qui n'est pas de notre région, mais qui est excellent. Une entreprise qui s'appelle Movea. Je ne sais pas qui connaît Movea, peut-être M. Battigello. Movea, ils sont à Grenoble, c'est une techno issue du Leti. Et Movea, vous connaissiez peut-être pas, mais au bout de 9 mois, ils avaient 1 600 000 € dans les caisses, prêts à jouer un gros coup s'il fallait. Et ils ont acheté au bout d'1 an d'existence, alors technologie de accéléromètre, un truc qui permet de vérifier l'accélération des mouvements, très intégré, très petite consommation d'énergie. Ils ont racheté une petite boîte en Californie, qui était d'ailleurs une ex-Thomson, d'ailleurs, intervenant qui était là, qui, alors je sais plus le nom, mais qui avait développé la Wii pour Nintendo. Petite boîte avec 10 ingénieurs, mais qui du coup avait déjà les références, avait la confiance des clients sur ce domaine-là. Ils l'ont acheté parce qu'ils lui ont imposé du coup de vendre leurs produits qui étaient destinés au marché des kinés, qui étaient prêts. Du coup, en 3 ans, ils ont fait 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Parce que le marché, il est d'abord sur les gros marchés, aux États-Unis, au Japon. Quand certains, que je ne nommerai pas, y compris chez nos clients, la communauté Paydex, disent dans les évaluations, oh, on n'a pas besoin qu'il aille chercher des marchés aux États-Unis. Mais nom de Dieu, c'est là qui sont les marchés clés. C'est d'abord là. Movea, derrière, il a revendu cette boîte en faisant une belle plus-value au bout de 5 ans. Et effectivement, il est sur d'autres enjeux. Ils sont 46 personnes en moins de 5 ans. Movea, vous les avez sûrement chez vous, parce que Movea, c'est eux qui ont fait la télécommande de la Freebox. D'accord ? Donc effectivement, voilà des choses intéressantes. Voilà des exemples à donner, des success stories qu'il faut mettre en avant. Soyons entrepreneurs, n'hésitons pas à mettre du cash là où il faut, quitte à en perdre de temps en temps. Et à ce moment-là, on aura effectivement, on a toutes les capacités qu'il faut ici, et grâce aux outils que l'on a, effectivement, on peut faire de très belles choses en région comme ailleurs. Les gens se battent pour venir ici. Dans 2 jours, je suis au Japon pour 1 semaine pour aller chercher des startups. Ils viennent ici en juillet, ils veulent s'implanter ici, mettre le cellule de R&D, parce qu'ils ont compris que c'est ici, sur certains domaines clés, le CMP et d'autres sont là pour justement être un appui fort là-dessus. Il y a des compétences clés que les gens dans le monde entier nous envient et veulent venir chercher et travailler avec nous. Bon, pourquoi, non Dieu, vous le faites pas vous-même? Merci Olivier. Philippe Morana va prendre le micro. Tiens, tu peux lui laisser Olivier, voilà. On va conclure cette 3e partie de l'après-midi sur le thème du conseil en accompagnement. Ça a été un peu abordé par Philippe tout à l'heure. Là, je pense qu'il va peut-être un petit peu plus développer cette question-là. Oui, sur ce sujet, je vais faire assez court, mais je tiens à rectifier un point, c'est que cette année, j'ai eu la chance de pouvoir accueillir des stagiaires qui étaient très compétents, qui étaient à l'heure et qui étaient bien habillés. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous parler effectivement du conseil, puisque nous sommes aujourd'hui dans une étape du Tour de France du conseil. C'est un métier que j'ai découvert, je vous parlais de mon cas personnel, c'est un métier que j'ai découvert en 2006, puisque j'avais avant une entreprise du côté d'Aix-en-Provence. Et en 2006, donc, j'ai décidé de changer et de passer dans la transmission. Et donc, ce qui me plaît dans mon métier, je vous parle de ce qui me plaît, parce que c'est au cœur même du métier de consultant. Mais ce qui me plaît dans ce métier, c'est, bon, bien sûr, peut-être un peu la technique, la restitution de mon expérience, mais c'est essentiellement le fait de pouvoir partager un bout d'histoire avec des créateurs, des décideurs, des chefs d'entreprise.
Cet aspect humain me semble fondamental. Et c'est un aspect qu'on n'a pas forcément énormément abordé aujourd'hui. On a parlé beaucoup de technologie, on a parlé de management, on a parlé d'un certain nombre de points. Mais je pense que l'être humain est quand même au centre de cette notion de créativité, d'innovation. Voilà pourquoi dans les 3 minutes, je tiens bien mon timing, hein, dans les 3 minutes qui restent, je tiens à aborder ce point-là. J'ai la chance de pouvoir rencontrer des gens qui sont de cultures différentes, d'expériences différentes, qui sont toutes passionnantes, tout simplement parce qu'elles portent leur projet, elles portent leur entreprise, elles ont des déclencheurs qui sont différents, et je peux vous affirmer que dans les missions qui nous sont confiées, nous consultants, cet aspect humain est un élément que l'on prend en compte, qui est fondamental. Et qui va, pour rebondir sur ce que disait Olivier tout à l'heure, qui va quand même conditionner l'ambition de l'entreprise. En fonction de la personne qui la dirige, on a une ambition d'entreprise qui est différente. Partir à l'international, on nous dit souvent, nous, bon, non, je suis bien, moi. J'ai mon voilier sur le Vieux-Port, tout se passe bien. Et ces notions personnelles sont aussi fondamentales. Elles sont fondamentales puisqu'un certain nombre de décideurs ne seront pas attirés par le fait forcément d'innover. Donc dans l'innovation, il y a quand même cette volonté, ce choix personnel qui me semble très 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 important d'aborder. Alors le rôle du conseil est un rôle que un certain nombre d'entre vous connaissent. Je crois que les différents orateurs et témoins qu'on a pu avoir aujourd'hui ont pu vous parler de l'importance que l'on peut avoir dans le développement d'une entreprise. Je ne vous ferai pas l'apologie du conseil, sachez simplement que très modestement, on est aux côtés des chefs d'entreprise pour répondre à des questions des fois qui sont très simples et des fois sur des sujets beaucoup plus complexes. On se doit, nous, et c'est notre volonté à la Chambre professionnelle du Conseil Provence, de vous apporter un conseil autant que faire se peut opérationnel. C'est-à-dire qu'on puisse vous accompagner ensuite dans le conseil et non pas uniquement vous édicter une règle générique que vous n'allez pas pouvoir utiliser. Voilà, l'homme au centre de l'innovation, ça me semblait un thème important et le conseil juste à côté, bien sûr. Merci Philippe. Est-ce que, voilà, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. Sur cette table ronde, est-ce que vous avez des questions pour Oseo, pour NPI, pour la veille, pour l'école des mines de Saint-Étienne à Gardanne, pour la SAT